Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, concerne pas mal de monde. Les petits effets secondaires, parfois un peu déroutants, qui peuvent arriver quand on commence des probiotiques. Oui, bonjour. C'est un sujet important, effectivement. On va s'appuyer sur un article assez détaillé du site Super Nutrition. Le titre est clair: Quels sont les effets secondaires ou indésirables des probiotiques? Mhm. On a peut-être déjà vécu ça ou entendu parler, cette phase au début. Gargouillement, on se sent ballonné, on se demande est-ce normal? Ça va durer longtemps? C'est la question classique. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça, le vrai du faux concernant ces effets, et puis les éventuelles craintes pour la santé intestinale. Clarifier, c'est essentiel. Notre mission, si on peut dire, comprendre quels sont ces effets courants, pourquoi ils arrivent, voir s'il y a de vrais risques, et puis surtout partager des astuces pour mieux gérer ça ou même les éviter. Oui, L'article donne déjà des pistes. Effets souvent passagers, 2 semaines max en général, c'est ça. généralement bénins sauf cas très spécifiques genre système immunitaire très faible, et il insiste pas mal sur y aller doucement, progressivement, et bien choisir sa souche. Tout à fait. C'est vraiment crucial de mettre de la lumière là-dessus. Il y a un vrai engouement pour les probiotiques. Mais ça soulève des questions, c'est légitime. Surtout quand on ressent ces premières réactions qui peuvent sembler négatives, alors qu'en fait, souvent, elles montrent que ça agit. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quels sont ces effets secondaires qu'on rencontre le plus souvent? Bah, elle est plus classique. L'article parle beaucoup des gaz et des ballonnements. Il dit même, j'aime bien la formule, c'est un signe temporaire que votre microbiote travaille. Ça dédramatise, non? Oui, c'est une bonne façon de le voir. C'est exactement ça. Ça montre qu'il se passe quelque chose. Il mentionne aussi des possibles troubles du transit, genre selle un peu molle, une petite diarrhée passagère. L'analogie est sympa. Des nouveaux ouvriers qui arrivent sur un chantier. Il faut un temps d'ajustement. C'est une excellente image, oui. Ça relève bien ce qui se passe au niveau biologique. Quand on introduit de nouvelles bactéries, même des bonnes, dans un système aussi complexe que l'intestin, bah, ça crée forcément un peu de remous. Mhm. Il y a plus de fermentation des fibres alimentaires, donc plus de gaz, c'est mécanique. Et puis il y a une sorte de compétition qui s'installe, pour la place, pour la nourriture. Ah oui. C'est une vraie réorganisation du microbiote. Et le point essentiel, vous l'avez dit, c'est que c'est presque toujours temporaire. L'article dit 1 à 2 semaines, mais parfois pour le transit, c'est juste quelques jours. D'accord, juste quelques jours. Voilà, c'est vraiment une adaptation normale. Ça prouve que les probiotiques sont vivants et qu'ils interagissent. Et à part ces signes digestifs les plus courants, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être moins fréquentes mentionnées dans l'article? Oui, il évoque par exemple la possibilité de légers maux de tête. Ah, L'hypothèse, ce serait un lien avec la libération d'amines par certaines bactéries pendant leur métabolisme. On retrouve ça aussi avec certains aliments fermentés. d'accord, je vois. Et puis, parfois, des petites réactions cutanées passagères sont rapportées. Ah oui, la peau, miroir de l'intestin, on entend souvent ce lien. Une petite éruption qui dure pas pendant qu'on nettoie à l'intérieur, ça pourrait se tenir finalement. Exactement. Cet axe intestin-peau, il est de plus en plus étudié et documenté. Alors, justement, pourquoi ces effets apparaissent? Oui, bonne question. La première cause, l'article parle de guerre des bactéries. Ça renvoie à cette compétition. Les nouvelles bactéries, choisies pour leurs bienfaits, elles entrent en compétition avec celles qui sont déjà là, y compris les moins bonnes. D'accord. Et quand ces dernières disparaissent, elles peuvent libérer des morceaux de leur paroi, comme les LPS, qui peuvent déclencher une petite réaction immunitaire locale, très légère et temporaire. C'est un peu l'image du grand ménage de printemps de l'article. Faut brasser un peu la poussière avant que ce soit propre. C'est exactement ça. C'est une très bonne analogie. Ce petit remue-ménage au début, c'est souvent le signe que le rééquilibrage est en cours, que les nouvelles bactéries font leur job. C'est un peu contre-intuitif, mais ce léger inconfort, ça peut être la preuve de l'activité qu'on recherche. Intéressant. Une deuxième cause importante, et l'article insiste bien dessus, c'est le choix d'une souche ou d'une dose qui n'est pas adaptée à la personne au départ. Ah oui. C'est fondamental de comprendre que toutes les souches n'ont pas les mêmes effets. Certaines visent le transit, d'autres l'immunité, d'autres encore autre chose. Utiliser une souche qui ne correspond pas aux besoins ou démarrer très fort avec une dose massive, on parle souvent en milliards d'UFC, les unités formant colonie. Justement, UFC, on voit ça partout sur les boîtes. Donc, unité forme en colonie, c'est bien la mesure de la puissance du probiotique. Exactement, c'est le nombre de bactéries vivantes, actives, capables de se multiplier.
Donc, commencer avec un chiffre très élevé d'UFC, ça peut bousculer l'écosystème intestinal un peu trop fort pour certaines personnes. Surtout si le microbiote est déjà un peu fragile ou déséquilibré. Logique. Chacun réagit différemment, on a tous une tolérance propre. D'où l'importance, et on va y revenir, de commencer doucement. Bien noté. Et l'article pointe une troisième cause possible à laquelle on pense moins, ce qu'il y a autour des bactéries dans la gélule ou la poudre. Tout en fait. Il y a d'abord les prébiotiques. Ce sont des fibres spéciales, les FOS, l'inuline, souvent ajoutées parce qu'elles nourrissent les bonnes bactéries. Le carburant en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. Sur le principe, mais ces fibres, par nature, elles sont très fermentescibles. Donc leur digestion par les bactéries, nouvelles ou anciennes, ça produit naturellement des gaz. La présence de prébiotiques peut donc expliquer ou amplifier les ballonnements du début. D'accord. Et il n'y a pas que les prébiotiques aussi, hein. Non, il y a aussi les autres ingrédients, les excipients, ce qui donne du volume, ce qui empêche les poudres de coller, la gélule elle-même. Parfois, il peut y avoir des traces de lactose, de gluten, de soja, des choses auxquelles on peut être sensible ou intolérant. Ah oui, important ça. Donc, ça souligne vraiment, comme le dit l'article, l'importance de bien lire toute la liste des ingrédients. Surtout si on a des allergies ou des intolérances connues. Parfois, ce n'est pas le probiotique lui-même le problème, mais un de ses composants cachés. C'est très éclairant sur les causes. Mais du coup, ça nous amène à la question qui peut faire un peu peur. Est-ce que ça veut dire que les probiotiques peuvent être dangereux? C'est la question clé, oui. Et la réponse de l'article et de la science en général, elle est globalement très rassurante pour la population générale en bonne santé. Le message principal, c'est que les dangers sont quasi nuls. Quasi nul. Voilà. Les effets secondaires dont on a parlé, c'est dans l'immense majorité des cas des désagréments. C'est inconfortable, oui, mais bénin, localisé au digestif et, on le répète, temporaire. L'article cite des études là-dessus. Oui, il s'appuie sur des travaux sérieux comme une revue Cochrane de 2020, une méta-analyse de 2021, des synthèses de nombreux essais cliniques qui concluent que les effets indésirables graves sont vraiment extrêmement rares dans les populations étudiées. Le profil de sécurité est jugé très bon pour les souches qu'on utilise couramment et qui sont bien étudiées. D'accord. Alors, il existe bien un risque théorique dont on entend parler parfois, mais il faut vraiment le remettre dans son contexte. C'est la translocation bactérienne. La quoi? La translocation, c'est le passage d'une bactérie, potentiellement une bactérie probiotique, de l'intestin vers le sang ou la lymphe, ce qui pourrait en théorie causer une infection. Mais l'article est très clair là-dessus. C'est fondamental, ce risque on l'observe quasi exclusivement à l'hôpital. Ah, uniquement à l'hôpital. Presque. Chez des patients très fragiles, des gens très immunodéprimés, après une grosse chimio, un sida avancé, des grands prématurés, des patients en réanimation, sous assistance respiratoire, ou après une chirurgie intestinale lourde où la barrière est déjà très abîmée. D'accord. Ce n'est absolument pas un risque pertinent pour le consommateur lambda en bonne santé qui achète ses probiotiques en pharmacie ou en magasin bio. C'est une clarification vraiment importante pour rassurer. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même des situations, même si elles sont rarissimes, où il faut s'inquiéter et consulter vite une DUP? Oui, et l'article les décrit bien. Là, on ne parle plus des petits désagréments digestifs passagers. On parle de signes qui pourraient indiquer une intolérance beaucoup plus forte ou une allergie peut-être aux excipients d'ailleurs. Quel genre de signes? C'est très rare, hein, mais il faut les connaître. Si soudainement on a des gros vertiges, un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge, ou du mal à respirer après avoir pris le produit, D'accord, ça c'est sérieux. là oui. Dans ces cas exceptionnels, évidemment, on arrête tout de suite et on consulte un médecin sans attendre. Le conseil de l'article est simple, mais juste écoutez votre corps. Si on sent un malaise qui dépasse le simple inconfort digestif connu et passager, faut pas hésiter à demander un avis médical. Compris. Heureusement, la plupart du temps, on n'en est pas là. Et justement, l'article donne des stratégies pour limiter ces fameux effets de départ. La première, ça a l'air d'être la clé, y aller progressivement. Absolument. L'article suggère de commencer avec une demi-dose, voire un quart de dose si on est très sensible. Pendant les premiers jours, la première semaine par exemple. Et pourquoi ça aide? Physiologiquement, ça laisse le temps à l'écosystème intestinal de s'adapter plus en douceur à l'arrivée de ces nouveaux habitants. C'est moins un choc au début, moins de compétition brutale, la fermentation augmente plus lentement. C'est simple, mais souvent très efficace pour être mieux toléré. Logique. Ensuite, l'article insiste à nouveau sur le choix de la bonne souche. Ce n'est pas juste prendre n'importe quel probiotique. Exactement.
Il faut essayer autant que possible de choisir une ou des souches, elles ont de noms un peu barbares, hein, Lactobacillus bifidobacterium, suivi de l'espèce et parfois d'un code, dont les effets connus correspondent à ce qu'on cherche. Améliorer le transit ou l'immunité? C'est ça. Améliorer un transit lent, réduire des ballonnements chroniques, soutenir les défenses en hiver. L'info n'est pas toujours super accessible, mais de plus en plus de marques expliquent un peu mieux à quoi servent leurs formules. Et puis, vérifier la dose en UFC pour pas démarrer trop fort et relire la liste des autres ingrédients pour éviter les allergènes ou les excipients qu'on ne veut pas. Troisième conseil pratique, Mhm, le moment où on les prend. mhm. Matin, soir, pendant le repas, ça change vraiment quelque chose? Ça peut jouer, oui, surtout selon la forme du produit. L'article explique que les gélules dites gastro-résistantes, elles sont faites pour passer l'estomac sans être détruites par l'acide. Ah oui! Pour celles-là, souvent, on recommande de les prendre le matin à jeun, genre 20-30 minutes avant le petit déjeuner, pour qu'elles arrivent au bon endroit. Pour d'autres formes, comme les poudres ou les gélules simples, les prendre pendant un repas, ça peut aider à protéger un peu les bactéries de l'acidité. Donc lire la notice, en gros. Voilà. Le mieux, c'est de suivre les conseils du fabricant sur la boîte. Et un point important aussi, la régularité. Essayez de le prendre tous les jours, à peu près au même moment, ça aide à maintenir la présence des bonnes souches. D'accord. Et enfin, une dernière astuce, un peu de bon sens, mais c'est bien de le rappeler, la qualité du produit et boire de l'eau. Oui, choisir un produit de bonne qualité, avec des souches bien identifiées, stables, étudiées, ça augmente les chances que ça marche bien et que ce soit bien toléré. Et l'hydratation, c'est la base. Boire assez d'eau, 1,5 litre, 2 litres par jour répartis, c'est essentiel pour que l'intestin fonctionne bien. Pour le transit et tout ça. Exactement, pour les selles, le mouvement intestinal. Et une bonne hydratation, ça peut aussi aider à mieux gérer les gaz et ballonnements du début. C'est un soutien simple mais crucial. Très bien, voilà, pas mal de conseils pratiques. Mais l'article n'oublie pas une situation plus compliquée. Et si, malgré tout ça, on a vraiment l'impression qu'on ne supporte pas les probiotiques? Il y a des gens qui disent «j'ai tout essayé, ça me rend malade à chaque fois». Oui, ça arrive à une petite partie des gens. Et c'est important de le reconnaître sans les faire culpabiliser. Comme le dit l'article, ce n'est pas une fatalité. Si prendre des probiotiques vivants, c'est systématiquement désagréable, eh bien il y a d'autres moyens d'agir sur le microbiote. Ah, ouais. Lesquels? La première alternative, assez connue maintenant, ce sont les prébiotiques. On en a parlé comme ingrédients ajoutés, mais on peut les utiliser seuls. L'idée, là, c'est plus d'apporter des bactéries, mais de donner la nourriture spécifique, ces fameuses fibres, FOS, GOS, inuline, qui va booster la croissance des bonnes bactéries qu'on a déjà naturellement. On les trouve où, ces prébiotiques? Dans certains aliments, ail, oignons, poireaux, asperges, chicorée, bananes, pas trop mûres, ou alors en complément. Et est-ce que ces prébiotiques seuls, ça peut aussi donner des gaz au début? Oui, c'est possible, parce qu'ils sont fermentescibles par définition. Mais souvent, l'approche est perçue comme plus douce. Ça ne bouscule pas l'écosystème avec de nouvelles souches. L'adaptation est peut-être plus progressive. Mais là aussi, il faut commencer doucement et augmenter petit à petit. D'accord. Et il y a une autre option? Oui, une deuxième option, plus récente, dont on parle de plus en plus, les postbiotiques. Post-biotiques. Oui. Là, le concept est encore différent. On n'apporte ni les bactéries vivantes, pro, ni leur nourriture, pré, mais directement certaines des substances bénéfiques que ces bactéries fabriquent quand elles fermentent les fibres. Ah, comme quoi par exemple? Par exemple, des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. C'est un super carburant pour les cellules de l'intestin. Ou alors des morceaux de la paroi des bactéries elles-mêmes, qui peuvent avoir des effets sur l'immunité. Et l'avantage? L'avantage potentiel, c'est d'avoir certains effets bénéfiques sans les bactéries vivantes. Donc logiquement, ça élimine les effets secondaires liés à leur implantation, à leur fermentation, comme les gaz, les ballonnements. L'article cite une revue de 2021 qui trouve ça prometteur pour agir sur la santé de façon ciblée et peut-être mieux tolérée pour certains. Prébiotiques, post-biotiques, le monde des biotiques s'élargit. Et si même ces approches-là posent problème, ou si on ne tolère vraiment pas du tout les probiotiques? Alors là, l'article recommande logiquement de consulter un professionnel de santé qui s'y connaît bien. Médecin, gastro-entérologue, diététicien nutritionniste formé. Une intolérance forte et systématique, ça pourrait cacher un déséquilibre plus important du microbiote, une dysbiose sévère, une hypersensibilité viscérale, une maladie inflammatoire de l'intestin pas encore diagnostiquée. D'accord, faut chercher plus loin. Voilà, ça peut être le signe qu'il faut une investigation plus poussée et une prise en charge vraiment personnalisée. Faut pas rester seul avec ça. Très clair. Bon, si on devait résumer les points clés de notre exploration, basés sur l'article de Supernutrition, on dirait quoi? Que les effets secondaires au début, c'est fréquent, mais en général bénin et passager. Souvent un signe que ça travaille. C'est ça.
Les vrais risques sont exceptionnels pour des cas très particuliers. Pour que ça se passe mieux, y aller progressivement, bien choisir sa souche, boire de l'eau, prendre un produit de qualité. Tout à fait. Et si vraiment ça ne passe pas, il y a des alternatives comme les prébiotiques et les postbiotiques pour prendre soin de son microbiote. C'est une excellente synthèse. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, juste pour la curiosité, on peut se demander comment est-ce que toute cette connaissance, de plus en plus fine, des interactions entre notre microbiote à nous unique, les probiotiques qu'on peut prendre, les prébiotiques qui les nourrissent, et même ces postbiotiques qui en découlent, comment tout ça va nous permettre d'avoir des stratégies de santé intestinale de plus en plus personnalisées? Est-ce qu'on peut imaginer, demain, définir pour chaque personne la combinaison idéale de souches, de fibres, de métabolites pour optimiser son propre écosystème intérieur selon ses besoins, son profil? C'est tout le domaine passionnant de la nutrition personnalisée, de la médecine de précision qui s'ouvre là. Une perspective fascinante, en effet. Ça montre qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ce dialogue avec nos bactéries. Voilà qui termine notre discussion sur les effets secondaires des probiotiques. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute.